نعرفي برشا حاجات باش يخرجوا من السيشن معاك عايدة. We're so glad to have you. It's a big honor والله. آمم normalement هي chill على الآخر. We're together in this. Just هانا معناها كيف ما تحب تجاوب الأسئلة. We're here to learn from you honestly. Donc peut-être the very first question would be from your background, what are the major economic challenges right now in the world? As we're seeing, everything is changing. Thanks, first of all, and really I'm very honored to be with you. Donc, je vais parler dans plusieurs langues, et anglais, français et arabe. Je vais tout mixer. Alors, moi, je pense que actuellement, la crise dans laquelle nous sommes, elle va vraiment, encore une fois, on disait après la révolution de la Tunisie que ça allait changer la Tunisie. Je crois que la révolution a bien sûr changé la Tunisie, mais je crois aussi que la crise du corona va également changer le monde. Et bon, c'est ce que l'on entend bien sûr, mais je crois réellement que tout ne sera plus quand on va sortir du confinement. We will be another person, we will be all together really different. Et donc je crois que réellement le monde économique et vraiment les grands défis économiques vont être de comment nous allons faire face à cette crise et à cette après-crise dans nos pays déjà, donc parce que des très gros problèmes vont exister au niveau, on le sait, des ménages, au niveau des personnes les plus vulnérables, what we call in the UN the left behind. So there are really now more and more left behind, unfortunately. And with this crisis, you will see also something that is very important and is growing in the world, which is the inequalities. Donc les inégalités vont être de plus en plus importantes, et si on ne prend pas cette après-crise pour y réfléchir, et donc ça c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, la leçon apprise de ces grands challenges économiques qui sont cette crise qui est d'abord une crise sanitaire, puis ensuite elle va devenir une crise, et elle l'est déjà malheureusement, une crise économique, puisque vous avez vu que pour la première fois dans le monde, il y a plein de premières fois, moi c'est ça que je suis en train de relever tous les jours, la première fois que les chiffres du pétrole sont négatifs, la première fois que des pays dont on pensait qu'ils étaient des pays safe, riches, etc., et ben la première fois qu'ils ont plus de 10 000 et 20 000 personnes qui sont malheureusement mortes. Et la première fois, ils ne peuvent pas faire aussi face à un problème aussi grand que celui-là. Il y a la première fois aussi de ces grands mouvements aussi, moi je regarde aussi toujours le côté positif, le grand mouvement aussi des populations de par le monde, aussi bien les populations qui s'occupent du sanitaire, mais aussi les populations qui s'occupent de tout ce qui est social, qui se mettent aussi en place. Et donc toutes ces premières fois, ça nous amène encore plus à plonger dans ce que moi j'aime aussi beaucoup, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rester calme face à l'incertain. Parce que je crois que l'on va aller vers un monde de plus en plus complexe après cette crise, différent et incertain, très incertain. Et donc, comment continuer à vivre, parce qu'il faut continuer à vivre, à survivre malheureusement pour certains, face à un monde incertain de plus en plus grand. Quand on dit incertain, c'est-à-dire que beaucoup de variables ne sont pas contrôlées et ne sont pas contrôlables. Et donc, comment continuer à faire face? Donc, pour résumer un peu, les problèmes économiques que je vois et qui vont venir, malheureusement, c'est l'accroissement des inégalités, c'est bien entendu un certain nombre de grandeurs macroéconomiques comme la dette de plusieurs pays qui va être de plus en plus importante. C'est des grands secteurs qui vont rapidement avoir des problèmes à continuer. Pour nous, c'est les services, c'est le tourisme, c'est aussi, heureusement, d'autres secteurs peut-être qu'on avait un peu oubliés. Donc, on revient sur le côté positif, qui est l'agriculture, qui fait que, tiens, finalement, l'agriculture, c'est peut-être quelque chose dans laquelle on pourrait réinvestir. Donc, dans un monde incertain, certaines choses qui étaient peut-être oubliées, comme
comme le patrimoine, comme je sais que ceci est aussi très important pour vous en tant que shapers, mais je pense qu'il y a des axes et des secteurs sur lesquels il serait vraiment très important qu'on se repenche, qu'on revienne et qu'on essaye justement de faire un deep dive et d'entrer dedans de façon différente et d'amener justement tout ce que quelque chose qui a porté, par exemple, toute cette crise, tout ce que la nouvelle et les nouvelles technologies peuvent apporter. Donc, si tu veux, pour répondre à cette première question, moi, je dirais gérer l'incertain, les gros problèmes économiques sur lesquels je ne reviens pas, qui sont les mêmes pour tous les pays, avec plus ou moins malheureusement, de gravité pour les uns et les autres. Le problème des violences, mais le problème aussi, enfin le problème ou l'axe des opportunités et de gérer l'incertain dans un monde de plus en plus complexe. Comment, moi je dirais, revisiter des choses peut-être que l'on avait oubliées dans certains pays, que l'on ne voulait plus voir parce qu'on s'est mis à aller sur d'autres choses. Et puis aussi gérer aussi le fait qu'on n'a plus beaucoup de ressources. Comment gérer ces ressources, comment mieux les utiliser et comment essayer justement aussi de mieux les partager, parce que ça aussi, c'est l'une des premières choses que je crois, après la crise, on devra mieux faire. Et donc voilà, et pour répondre à un problème général, donc the major challenges, moi je dirais, est-ce que quand vous avez plusieurs chaussures, vous en portez combien? On en porte une seule. On ne peut marcher qu'avec une seule chaussure. Quand on a plusieurs maisons, on ne peut habiter que dans une seule maison, à moins que dans la soirée, on se coupe en morceaux. Donc, moi, je pars toujours pour expliquer des problèmes économiques simples par ce genre de choses, pour dire que voilà, le partage arrive aussi en se posant ce genre de questions réellement tous les jours. Donc voilà, pour les problèmes économiques, vous les connaissez, mais je crois qu'il faut aller voir cela comme une opportunité de réellement changer. Et si on pouvait changer en prenant des nouvelles lunettes pour essayer de trouver des nouvelles pistes, moi je suis preneuse aussi avec vous. D'accord. Il y a beaucoup à faire. En fait, هذايا توصّلني لحاجة معناها if we're gonna معناها stick to the economy, I think that will take a bit long, I guess. I'm not an economist, so if you can help us with like having a timeline, how long will that take? الdamages متاع الcrisis هذايا قداش باش تقعد plus ou moins. And throughout this, how can we معناها how can we change it? How can we take advantage of what we have? How can we take advantage of the heritage of the agriculture? And how can we postpone all the damages, the big damages? How can we mitigate all of that? Postpone, it will be difficult. As economists, si nous prenions la Tunisie, vous savez qu'il y a à peu près 600 000, 620 000 familles qui sont vraiment très, très vulnérables en Tunisie. On sait qu'une famille ou un ménage moyen en Tunisie est composé de 4,02 personnes à peu près, selon les statistiques de l'Institut national de statistique. Donc, faites le compte, entre 600 000 et 800 000 personnes sont extrêmement vulnérables. Donc, faites le compte, ça fait à peu près combien en termes d'individus. Donc, vous pouvez imaginer que ces personnes-là qui vivent avec 180 dinars par mois, parfois, ou moins, malheureusement, comment ces personnes vont vivre cette crise quand c'est très souvent des activités très, très fragiles, comme des activités journalières, comme ce sont des artisans, quand ce sont des personnes qui vendent des sandwichs, du pain, qui sont hamas, qui travaillent à la journée dans des exploitations agricoles ou chez des personnes ou des femmes de ménage. Tout cela, donc, vous peut-être peut vous donner, nous sommes 11 millions d'habitants en Tunisie, si on prend la Tunisie, hein, mais bien entendu, ce problème-là, moi je reste sur la Tunisie puisqu'on est chez les Shapers Tunisia, ce problème-là est exactement le même un peu partout dans le monde, malheureusement, hein, on est en train de le constater partout, même dans les pays dits très riches ou développés ou tout ce que l'on veut, mais pour rester sur la Tunisie, nous sommes en train, nous, de travailler sur à peu près, essayer de vraiment avoir les statistiques sur ces 600 000 à 800 000 familles
avec le ministère des Affaires sociales. Donc, il y a eu beaucoup, bien sûr, de programmes sociaux qui ont été faits depuis la Révolution et puis avant, depuis l'indépendance aussi, hein, qui ont ciblé différentes cibles de population tunisienne. Mais ce ciblage n'a pas toujours été très très bien fait ou n'a pas été vraiment ciblé les bonnes personnes, voilà. Et donc, ce qui fait que beaucoup de moi, ce que j'appelle les invisibles, restent toujours celles qui sont les plus vulnérables et qui, après cette crise, donc pour répondre à ta question, vont être de plus en plus vulnérables. Donc, mais dès la crise, je crois qu'il va nous falloir, si ça continue comme ça, entre une ou 2 années, vraiment, à un peu subir les conséquences de cette crise, en termes de moyen terme, on va dire. Et on va voir hein, quand on sortira du confinement et vu la situation mondiale, comment est-ce que l'on va aller, encore une fois, pour un peu plus le plus long terme. Tu sais que je travaille donc sur les objectifs du développement durable, qui sont ces 17 objectifs qui sont un langage universel pour essayer de rendre lisible l'économie et les différentes problématiques que vit chacun des pays de façon universelle pour pouvoir faire un suivi d'ici 2030. Donc, il est vraiment maintenant dit qu'il va y avoir vraiment beaucoup de problèmes pour atteindre ces objectifs. Alors, comme je disais, donc ça, c'est beaucoup de problèmes et on ne va pas rester sur les problèmes parce que Exactement. heureusement, on est 11 millions et si on reste en Tunisie, on a quelque chose, moi, que je chéris beaucoup, c'est la jeunesse tunisienne et c'est vraiment ce qu'un de mes anciens patrons appelait le génie tunisien. Et le génie tunisien, il me disait toujours, lui, il est algérien, il est toujours algérien, il me disait, vous arrivez toujours, contrairement à nous, Algériens, à aller jusqu'au bout du précipice et on a l'impression et hop, نسمعوا بالتوانسة واخروا وعملوا حاجة شنية يقول احنا on n'y arrive pas et donc on rigolait toujours avec lui parce qu'il disait vous avez ce génie tunisien que nous et il le reconnaissait, il disait que nous les Algériens malheureusement nous ne l'avons pas pour des raisons qui les concernent à moi je fais confiance au ce génie tunisien et donc depuis le début de cette crise notamment je suis ces groupes, on a fait un système de veille au sein du PNUD pour essayer de suivre justement un peu toutes les initiatives, mais vraiment toutes les initiatives qui sont faites, soit au niveau des individus, soit de la société civile, soit bien sûr de l'État tunisien, et donc Deaf for Corona, enfin tout ce que vous savez de ce type d'initiative qui me semble, moi, extraordinaire, et qui serait à vraiment apporter à l'attention aussi bien des gouvernants, pour leur dire que, ben voilà, il y a un génie tunisien qu'il faut absolument, maintenant, après cette crise, voir. Parce que si vous ne le voyez pas maintenant, je crois qu'on ne va jamais le voir. Et il faut surtout le mettre en valeur. Tu vois Ouais. Non, on est vraiment très intéressés sur ce point-là. Qu'est-ce que le PNUD fait exactement en ce temps de crise? Les actions, les programmes, les projets à moyen terme, qu'est-ce que vous faites exactement et comment on peut résoudre ces problèmes-là, les problèmes de ces familles-là? Alors nous, en tant que PNUD, on a en gros complètement arrêté le business as usual pour aller complètement dans un appui à 100% dédié à la réponse et à l'appui au gouvernement tunisien pour tout ce qui est justement réponse à cette crise. Alors on comprend deux parties. La première partie, c'est vraiment le confinement et ensuite donc l'après-confinement et surtout l'après-pandémie. Donc il y a le recovery, la response, le recovery, le early recovery et puis ensuite ce qui va se passer après. La première chose que l'on a proposé donc au gouvernement tunisien, c'est d'abord de faire une étude de l'évaluation de l'impact mésoéconomique sur les ménages, ceux dont je parlais, les 600 000 et les 600 à 800 000, mais surtout, ce qui nous intéresse aussi, toutes les petites entreprises, toutes les micro-entreprises. Il faut savoir qu'en Tunisie, il y a 700 000 entreprises. Mais dans les 700 000 entreprises, il y en a plus de 70% qui sont composées d'une, deux, trois personnes. Et donc, comme le col,
elles vont, je m'excuse du terme, se casser la gueule, beaucoup d'entre elles. Comment faire face? Beaucoup d'entre elles aussi, vous le savez, sont beaucoup dans l'informel, ou alors sont mezzo-mezzo, sont dans l'informel et ont du formel. Donc, comment toutes ces entreprises, qui quand même créent de l'emploi, comment est-ce qu'elles vont comment elles vont aller? Donc, on a fait des scénarios pour le gouvernement tunisien, 3 scénarios. Un scénario, on va dire, optimiste, si la situation n'était pas si compliquée, un scénario moyen et un scénario vraiment pessimiste si la crise se poursuivait et voir quel serait l'impact sur ces deux, sur les ménages et sur les entreprises. Donc nous sommes en train de voir cette étude-là avec le gouvernement et surtout de voir un certain nombre de pistes de solutions qui vont être étudiées par le gouvernement tunisien et sur lesquelles nous pourrions apporter notre appui. Au Mouchahna Barka, bien sûr, il y a toute la communauté également. Donc, il faut savoir que le PNUD, c'est une agence de développement et il y a aussi, bien sûr, tous les partenaires financiers. Ensuite, de façon très, très rapide, on a aussi organisé tout ce qui était achat. Le PNUD a aussi, dans le monde, organise le procurement. Donc, tous les procurements que vous voyez sont du ministère de la Santé, sont appuyés par le PNUD et par les différentes agences du système des Nations Unies. Il y a aussi, bien sûr, l'OMS, l'UNICEF, etc., chacun dans ses mandats. Ensuite, on a également aidé à tout ce qui est maintenant aussi déchets dangereux. Parce qu'il faut savoir aussi faire une création d'une cellule de gestion pour savoir, avec les autorités au niveau local, comment est-ce qu'on va traiter ces déchets dangereux et comment ça va se passer. En train de donner un appui direct aux 350 000 partager avec vous une matrice de toutes les maths, chacune des, bien sûr, municipalités qui sont très différentes des unes aux autres. Et on contexte de Safe Space, par exemple, aussi. On a été notamment, on nous a demandé d'utiliser les coûts de sans-abri. Et donc, nous essayons aussi d'appuyer les solutions pour les sans-abri, pour le SAMU social, mathalan, ou sinon d'autres types de personnes qui sont très vulnérables. On a également utilisé le ministère, les prisons pour faire des combinaisons de protection au profit des personnels de santé. Et donc les 4 prisons civiles, Morneguia, Mahdia, Borj Roumi, et la Manou, pas celle des femmes. Donc, on les a toutes utilisées. Donc, on a également utilisé, entre guillemets, sans que ça soit de façon négative, les prisons pour justement d'abord leur donner quelque chose à faire, parce que c'est une période qui est aussi très compliquée à gérer en termes de stress, et en même temps pour que... Apparemment, قصت عادة. Donc, juste dire que ce qu'il y a, c'est que je disais qu'il y avait 2 moments toujours à bien penser. Le confinement, c'est la réponse. Mais il y a autre chose qui est importante à savoir, c'est que aussi le gouvernement a réagi assez rapidement à la mise en place aussi d'un certain nombre d'actions qui ont été faites et qui ce n'est pas évident. D'autant que vous le savez aussi, la digitalisation est aussi un challenge. C'était vraiment important aussi de tester cela avec différents ministères qui sont très importants, comme le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, à la présidence du gouvernement, le ministère du Développement et de la Coopération internationale qui fait la planification. Nous étions en plein dans un exercice de planification nationale qui devait porter sur 2021-2025. هذا الكل est un peu mis on hold just to develop other programs in response to the COVID. Donc, voir la période confinement qui se termine, Inch'Allah, nous l'espérons le 3 mai. Vous le savez que cette crise peut encore durer, malheureusement. On prévoit qu'il peut
puisse y avoir une seconde vague. Et s'il y a une seconde vague, il faut aussi qu'on s'y prépare parce que ça pourrait être les mois de septembre-octobre. Donc ça aussi, nous sommes en train de le regarder. Et nous avons un instrument qui s'appelle le PDNA, c'est l'évaluation des besoins post-catastrophe, et qui permet, c'est une évaluation qui est une plateforme aussi, qui peut permettre à tous les donateurs, quand il y a une crise comme ça, de faire une évaluation rapide des besoins possibles pour une seconde wave, Inch'Allah, mais il faut aussi, comme je vous le disais, gérer l'incertain et y être. Donc voilà, tout ce que l'on fait nous, vraiment, est vraiment quelque chose qui vient en appui, encore une fois, au gouvernement tunisien. Mais elle, ce qui, je disais, qui m'intéresse, c'est cette innovation, c'est cette jeunesse, ce génie tunisien, encore une fois, et d'essayer aussi de scale up all activities that are done and that really brought by the Tunisian youth. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et je crois que ça aussi, c'est porté en avant. Et justement, je voulais vous parler d'une très belle initiative qui a fait choisir la Tunisie comme pays pilote. Elle est liée à ce que l'on appelle la Deep Demonstration. Le directeur du PNUD, qui s'appelle Hakim Steiner, qui est à New York, donc, a choisi 6 pays dans le monde, dont la Tunisie ou le Palestine pour la zone arabe. Et ensuite, il y a la Serbie également, le Ghana pour l'Afrique et 2 autres pays. Je pense à un autre d'Amérique latine, mais pour faire une deep demonstration justement sur ce que la Tunisie pourrait montrer en termes d'innovation sur des problématiques de politique publique. Et nous sommes donc un petit groupe qui sommes en train de réfléchir à ces innovations, et donc on essaie de porter un peu face au monde ce que ce génie tunisien peut apporter dans des moments d'aussi difficiles que cette crise du corona, et dans ces moments de difficulté, comment est-ce que justement on pourrait montrer que la Tunisie a ce génie et qu'elle pourrait apporter aussi au monde des solutions. Donc voilà, on essaye, c'est une expertise qui est très large, qui nous est offerte par le PNUD au niveau global et qui permettrait donc de montrer ce que la Tunisie est en train de faire en termes d'innovation. Donc voilà, ça c'est pour répondre un peu à ta première partie de la question. Juste pour revenir à la partie agriculture et patrimoine, donc, Oui. voilà, et qui, moi, je pense, est aussi très, très importante. C'est à nous de réfléchir vraiment outside the box. Je revisitais des choses que l'on n'a peut-être pas toujours envie de réécouter. Je revisitais les programmes où il y a eu des problèmes, comme l'Oasis de Camour, par exemple, cette expérience où il y a eu la reprise d'une oasis par les personnes, par des personnes, et que cette expérience a pu fonctionner. On enlève tout ce qui est politique, etc. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'expérience humaine de ce type d'expérience. Moi, je crois que ce type d'expérience devrait être vu et revu par le gouvernement et par les gens qui travaillent autour de ce type de choses pour voir que ça peut être une solution viable pour l'avenir. Parce que c'est une façon de gérer un bien qui, c'est vrai, appartenait avant appartenait au domaine de l'État, mais finalement, quand des personnes ont pu prendre la gestion de cette oasis, eh ben, il y a pu en avoir un système que l'on n'a jamais expérimenté en Tunisie. En Tunisie, on s'est rendu compte que, en principe, les gens n'aimaient pas beaucoup travailler en groupe, n'aimaient pas beaucoup travailler ensemble. Les gens travaillent plutôt, sont très bons, les Tunisiens sont des très bons individus, mais dès qu'ils se mettent à 2 ou à 3, ils ont des problèmes à s'autogérer, on va dire, ensemble. Là, moi, je trouve que l'expérience de Camour, je dis encore une fois que je ne regarde pas les aspects ni politiques, ni tadakhulet, mais l'expérience elle-même, l'expérience de réutilisation de cet espace pour en faire un lieu où on peut planter ensemble, peut-être aussi avoir une redistribution des revenus ensemble, pourrait nous donner des pistes pour réfléchir à un autre type d'agriculture. Et j'en veux pour preuve plusieurs jeunes tunisiens et tunisiennes qui travaillent un peu dans le domaine agricole et qui essayent ces pistes-là, qui essayent de voir de quelle manière on peut
faire des choses différentes avec des produits وتبارك الله تونس معناتها تعطي برشا حاجات donc il y a vraiment ce qu'il faut au niveau de l'agriculture et je pense qu'on pourrait réfléchir à des pistes comme celle-là. Le patrimoine, je crois que toi tu es beaucoup mieux placé que moi pour en dire pour dire pour dire un peu les expériences je sais parfois qui ne sont pas faciles à mener jusqu'au bout mais je crois qu'aussi au niveau du patrimoine il y a tellement encore je crois qu'il y a plus de 170 ou 200 lieux qui n'ont pas encore été exploités, mis en valeur et sur lesquels réellement on a encore beaucoup de travail à faire. Il faut savoir par exemple que la Tunisie est connue dans une étude qu'a fait la Banque mondiale. La Tunisie est connue quand on dit Carthage, les gens dans le monde, il y a eu une étude Perception Survey qui a montré que Carthage était connue. Et, enfin, on sait où situer Carthage, beaucoup plus que la Tunisie, le pays. Donc, franchement, nous avons le patrimoine qu'il faut et nous avons la possibilité, une opportunité de le mettre beaucoup plus en valeur que ce qu'il est, et vous le savez mieux que moi, vu ce que nous voyons. Donc, c'est de mettre en place des possibilités de partenariats différentes, de rendre plus flexible aussi un certain nombre de législations, un certain nombre de partenariats à mettre en place, partenariats surtout publics et privés, parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Il faut aussi que le partenaire public s'ouvre sur le privé pour pouvoir justement apporter l'expertise des deux côtés. Et ça vaut pas seulement pour le patrimoine, ça vaut pour tous les domaines d'activité. Et comme par exemple, si on prend l'huile d'olive, il y a des partenariats publics-privés qui fonctionnent à merveille. Ça peut être mis en valeur pour beaucoup d'autres activités. Et donc ça, c'est aussi tout un champ, une friche qui n'a pas du tout été encore, malheureusement, encore exploitée comme il faut. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ah oui, avec Achante في حد ذاته. Il y a beaucoup à faire حتى في la numérisation, les sites non exploités, حتى les sites exploités فيهم مشاكل. هذا peut-être من الباك نتاعي أنا في الcivil society هزني باش نسألك على الcivil society. How do you see it with the crisis and after the crisis? كيفاش باش نجموا نتعداو المرحلة الجاية؟ Do you feel that there is a threat to the existence of non-profit ولا NGOs? What are the obstacles to their existence and to their work? Au bas de la Révolution, il y a eu cette croissance exponentielle de la société civile, ce qui était super. Ça, c'était une première étape. Ce que l'on on voit depuis 2013-2014, c'est qu'il y a aussi un mouvement une professionnalisation de la société civile. Une partie, c'est très bien, que cette société civile se professionnalise, comprenne un peu les enjeux et que ce n'est pas faire une activité seulement ne fait pas un plan de travail pour l'année. Donc, ça, c'était vraiment ce mouvement de professionnalisation et moi, je l'ai trouvé vraiment excellent et utile. En plus, la société civile tunisienne vraiment commence maintenant à avoir cette expertise. Et réellement, moi, je vois des ONG, je vois des associations qui font un travail excellent sur le terrain et qui ont compris leur rôle et qui le font de façon vraiment très professionnelle et de façon très active dans ce qu'il faut. Maintenant, on a toute une autre société civile qui, malheureusement, n'est pas encore au niveau et qui continue encore doit encore se développer. Je crois qu'il va falloir à un moment avoir un espèce de livre blanc de la société civile. Ça veut dire que l'on doit mettre à plat, après maintenant 10 ans presque depuis la Révolution, 9 ans et demi, de se dire, de faire des espèces de grandes portes ouvertes pour comprendre cette société civile, où est-ce qu'elle veut aller aussi. Il faut qu'elle s'écoute. Il y a eu plusieurs forums. Et puis, au niveau de la législation aussi, de savoir si cette législation elle a évolué ou pas, parce que je sais qu'au début, donc, on a attribué beaucoup de possibilités à toutes les associations qui voulaient se créer, donc ça c'était bien, mais après je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc il y a eu beaucoup d'associations qui n'ont peut-être pas pu se créer comme elles voulaient, qui n'ont pas pu atteindre les objectifs qu'elles voulaient. Donc moi je dirais qu'il faut toujours donc aller vers plus de professionnalisation de la société civile. Je ne vois pas de menace, au contraire, moi je vois, vraiment on travaille avec beaucoup d'associations très différentes et dans différents domaines.
بالطبيعة il y en a toujours, on va dire 10 à 20% qui ne sont pas في المستوى, mais je dirais que beaucoup d'entre elles réellement sont en train de faire des efforts pour apprendre, pour aller vers, pour aussi aller vers trouver des financements, parce qu'il faut aussi trouver des financements pour continuer à faire des activités, pour continuer à vivre, pour aller sur des domaines et des thématiques intéressantes, hein, comme justement cette numérisation, ce digital gap sur le travail autour aussi des populations les plus vulnérables, les populations peut-être aussi qui sont encore une fois invisibles. Il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels la société civile doit être une force de proposition, parce que je crois que maintenant, le gouvernement sait qu'elle existe, hein, qu'il y a plus de, je ne sais pas, 18 000 à 20 000 maintenant associations. Et je crois que c'est important de vraiment les porter, les appuyer. Je sais aussi qu'il ne faut pas aussi qu'elles se prennent au jeu des donateurs et autres institutions financières. لازمهم معناتها يعيشوا par elles-mêmes d'abord, qu'elles développent leur champ d'activité et ensuite, oui, donc essayer de trouver de l'argent de chez les donateurs ou autres. Parce que sinon, ça devient vraiment ça devient une mauvaise combinaison. Et il est plus, c'est mieux pour cette société civile de se développer sur des thématiques aussi qui sont proches de la population tunisienne et non pas être à l'affût. Et nous, on l'a malheureusement, on a beaucoup de ces associations qui sont à l'affût de ce que, en fait, un peu ces donateurs, voilà, ces agences de développement proposent comme thématique. Non, si la thématique n'est pas pertinente pour la Tunisie, il ne faut pas y aller. Et il y a des thématiques sur lesquelles, réellement, il n'y a personne et sur lesquelles on devrait vraiment bâtir et travailler plus et avoir plus d'associations qui soient des forces de proposition aussi de la société civile. Et ça c'est pas encore ça. Pardon? Donc voilà, moi je dirais que c'est une force de proposition, je dirais qu'elle est active, mais que maintenant elle a atteint un peu le seuil de maturité et sur lequel il faut absolument avoir des espèces de comment dire, de livres blancs de la société civile pour savoir qui est là, qui fait du sens, qui est en train de répondre à un certain nombre de problématiques et qui doit disparaître, hein, parce que comme toute organisation, comme les entreprises, etc., il y a toujours un pourcentage de disparition qu'il faut accepter parce que justement, ça ne répond pas soit à des problématiques de la société dans le moment, et surtout, en bas de cette crise, il va y avoir réellement, surtout au niveau social, une extrêmement grande demande. Et avec le travail avec les différents ministères, il y a toujours maintenant un appui. On demande vraiment, est-ce que vous savez s'il y a des associations de la société civile qui travaillent dans telle ou telle zone et qui sont bien sûr reliable, parce qu'il faut aussi que la société civile accepte aussi des règles de transparence, des règles aussi de redevabilité quand elles prennent ou quand elles reçoivent des dons, elles reçoivent des crédits ou des grants de la part des donateurs. Il faut absolument, donc c'est de l'argent des contribuables d'autres pays que l'on ne va pas citer, et il faut absolument aussi que ces associations, et elles soient aussi transparentes et redevables et puissent aussi proposer qu'est-ce qu'elles ont fait de cet argent, hein, donc pour pouvoir aussi que l'on soit reliable nous-mêmes en tant que Tunisiens. Donc ça, c'est encore pas gagné, malheureusement, pour répondre aussi à ta question. Et il faut encore plus travailler et s'organiser pour faire face. Ouais. En fait, معناها لازمنا une réforme de la société civile, mais pas pour la loi. C'est un peu dangereux la question de revoir la loi qui donne plus de liberté de création, d'organisation et tout, mais il faut voir l'existant. Oui. نرجع للجيني tunisien, peut-être هذا نسكروا به plus ou moins الكيستيون قبل ما نتعداو معناها إذا كان عندهم شيء عندهم d'autres questions. les Tunisiens الصغار اليوث الشباب اللي هو ديما عنده أفكار عنده حاجات يحب يعملهم mais là on est face à un obstacle énorme qui est une crise. شنو les opportunités اللي نجم يخرجهم من الكريز هذايا؟
quelles sont les opportunités et quel rôle le jeune Tunisien peut jouer dans la période post-Covid. Moi, je pense que le jeune Tunisien, c'est énorme ces opportunités. Une chose moi, je me pose toujours la question, en posant la question aux jeunes qui sont autour de moi, c'est de leur dire pourquoi est-ce que vous ne vous organisez pas politiquement, pas en créant un parti, parce que bon, on a vu que c'était pas vraiment ça, mais pour être une force, les jeunes ne sont pas organisés. Et donc, je crois qu'il faut s'organiser d'une façon ou d'une autre. Il faut trouver une façon de s'organiser. Vous êtes beaucoup plus géniaux que nous, les plus âgés, pour trouver des façons de faire. Je suis d'accord avec vous que dans l'état actuel, il est très compliqué de s'organiser et puis de trouver des pistes pour répondre aux problématiques qui sont énormes. Maintenant, si la jeunesse tunisienne, si on la prend en tant que force aussi de proposition, ne s'organise pas, et ben ça va toujours rester disons, le politique ou la prise de décision, pour ne pas parler politique, va toujours rester chez des personnes qui ne sont pas les jeunes. Et moi, je trouve que c'est très, très préjudiciable. Parce que très, très souvent, j'ai vu des jeunes donc, organisés dans la société civile faire des choses magnifiques, ou elle est dans le secteur privé, faire des choses magnifiques. Mais quand je pose la question, je dis pourquoi est-ce que vous ne vous organisez pas vous-même pour faire des organisations qui pourraient porter vers le politique et qui pourraient changer? Parce que malheureusement, on n'a pas encore inventé des systèmes où on peut faire de la politique sans être dans la politique, pour faire simple. Il faut absolument être dans une organisation. Moi aussi, hein, je n'ai jamais été pour le politique et je n'aime pas la politique. Donc, je sais que c'est compliqué. Mais mais j'ai compris. Au bout de quelques années, j'ai compris que malheureusement, la seule façon de changer les choses était de rentrer dans la politique et de commencer à changer les choses. Parce que les systèmes que nous avons maintenant ne nous permettent pas de pouvoir être des forces de proposition. Et on voit la frustration de la jeunesse. Et depuis la révolution, ben moi, je n'en ai pas du tout profité quasiment. Et moi, ce qui me perturbe et vraiment fait beaucoup de peine, c'est le départ de ces milliers de Tunisiens, malheureusement, que nous offrons sur des plateaux à différents pays. Pour certains, c'est des opportunités, c'est formidable, mais pour ceux qui n'ont pas le choix et qui ont été obligés de partir, moi, je trouve que c'est dommage. Donc, il faut qu'on soit qu'ils soient partis, qu'ils puissent redonner des choses à la Tunisie, et soit, si on peut les retenir, qu'ils puissent être une force de proposition. Donc, la seule façon, moi, que je vois, c'est de vraiment s'organiser, d'être aussi humble. Alors, bon, la jeunesse tunisienne aussi doit aussi travailler sur des notions qui sont pas de notre philosophie. Alors, l'humilité, le pardon, le travail sur l'ego aussi, vraiment, aussi réfréner ses émotions, mieux les gérer. Tout ça, tous un peu ces soft skills nous manquent encore. Et donc, je crois qu'il faut aussi y travailler et s'organiser politiquement. Il n'y a pas de secret, à mon avis, par des mouvements qui sont portés, gérés par des jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes, et qui vont changer les choses forcément. Parce que moi, le génie tunisien que je vois des jeunes actuellement, il est formidable. Il est formidable. Et encore une fois, je vous dis, je suis très, très, très peinée des jeunes qui, parce qu'ils n'ont pas le choix, soit partent dans des bateaux de misère quand ils n'ont pas malheureusement des études, ou alors nous les offrons gratuitement. C'est l'État tunisien, en fin de compte, qui a formé ces jeunes gratuitement et qui les offre à différents pays, sans les citer, qui les offre gratuitement aussi pour eux qui en profitent, malheureusement. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle la jeunesse tunisienne devrait aussi réfléchir d'une manière ou d'une autre, hein, parce que si on est même à l'extérieur, bien entendu, qu'on peut aider, qu'on peut faire différemment, qu'on peut travailler sur les diasporas, qu'on peut faire des choses différentes. Je vois qu'il y a des mouvements qui commencent à se faire, mais c'est très récent. C'est très récent. Il y a des diasporas qui commencent de jeunes à prendre action. Il y a des jeunes qui décident aussi de revenir. Il y a des mouvements différents. Moi, j'analyse différemment. Ce que j'ai vu depuis la Révolution, c'est que la jeunesse tunisienne s'est construite à côté du politique. Elle fait, elle crée, elle propose, elle entreprend, elle innove, et elle fait tout ça de vraiment en
tournant complètement le dos au monde politique, etc. Ce que je comprends, enfin, vu comment est l'État, c'est vrai qu'on peut être frustré de temps en temps, mais je crois que de temps en temps aussi, il faut aussi se dire, bon ben voilà, le pays nous a donné certaines choses d'une main, essayons nous aussi de donner d'une autre main ce que l'on peut et comme on peut. Donc c'est une question qui n'est pas facile, hein. Je l'accepte. Quand on a entre 20 et 25, 26 ans et qu'on doit construire son avenir, c'est pas toujours facile, mais je crois qu'il faut qu'on se la pose, parce que comme se la pose des jeunes Indiens, comme se la pose des jeunes Finlandais, comme se la pose des jeunes Ghanéens, donc voilà, il faut qu'on réfléchisse différemment. Toujours avec ce génie tunisien, hein, j'y crois, Anna, le génie tunisien. Voilà. والله هو حتى كان باش ندخّل حديث في حديث، أما فما beaucoup de potentiel ديما نشوفه à travers الshapers، خاطر كل واحد فينا في بلاصة et donc كل واحد عنده une autre une perspective qui est très différente، qui peut être très différente وإلا similaire، أما زادة فما حاجة هكا un lien invisible ما بيناتنا اللي يخلّينا الكلنا قاعدين في تونس et on essaie de changer avec les moyens de bord. كيفاش تشوف تونس بعد الCovid-19؟ Euh, حاجة بالباهي بالخايب، كيفاش باش نعملوا، كيفاش باش نكملوا الحكاية هذيا الكل اللي بعد الكورونا moi je suis une éternelle optimiste تعرفني إمنا. Je pense toujours que ce génie tunisien garde l'idée du précipice et on arrive au précipice, on y est tous معناتها on est tous dans la même galère توا مانيش on va pas مش باش نكذب على بعضنا. La situation est très mauvaise et elle le sera malheureusement dans les mois si ce n'est les 2 années ou 3 années à venir. Cependant on a cette chose qui est ce génie tunisien, qui est cette éducation tunisienne, qui est ces jeunes éduqués, maintenant malheureusement avec des niveaux très différents. On doit continuer à investir dans les deux choses qui sont les plus importantes, qui sont la santé et l'éducation. Il n'y a pas de secret. On s'est rendu compte que ça doit rester en dehors de toute considération politique, du secteur privé, tout ce que l'on veut. Tout ça, ça doit rester au niveau du public avec un grand P, hein, on ne parle pas de politique, vraiment au niveau du secteur public, un secteur qui doit être vraiment mis à un niveau très élevé. Il faut aussi que l'on change les moyens j'espère que ce sera une opportunité pour nous de nous digitaliser plus vite, d'aller plus vite dans un autre monde plus rapide. Moi, je vois qu'il y a des très bonnes pistes. Réellement, on est en train de travailler avec les différents ministères. Wallahi, ils sont en train de faire des efforts énormes pour se mettre à niveau. C'est pas toujours évident, mais quand même, ça veut dire que finalement, il y a des pistes pour essayer de se changer. Il faut continuer d'investir dans le secteur de la santé, donc se faire vraiment un reality check. Bon, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette crise et finalement, voilà comment étaient les structures de la santé de première ligne en Tunisie, dans les 30, 40 dernières années, et on aurait eu des problèmes, kiff le personnel de santé, kiff le personnel de l'éducation, avec tous les problèmes que vous connaissez. Donc moi je dirais dans l'avenir proche, continuer à investir dans ces domaines-là, accélérer la digitalisation de l'économie tunisienne, accélérer aussi ces super potentiels que nous avons. Nous sommes un pays qui est proche de l'Europe, qui est au plein centre de la Méditerranée, qui a un patrimoine magnifique, qui est énorme et sur lequel on peut compter, qui a un secteur de services qui a beaucoup de potentiel, où il y a un potentiel de plus de 50% de créations qui n'ont pas été faites et qu'il faut faire. Je reviens vers l'agriculture. Et là, pour moi, ça reste quelque chose qui est très important. La Tunisie a été le grenier à blé de Rome et elle doit rester, pas pour Rome, mais pour nous, pour les Tunisiens, rester ce grenier. Et je crois qu'il est très, très important qu'on se rappelle aussi notre patrimoine. Je reste aussi très, très attachée à cette partie-là aussi de notre histoire. À la khata, c'est pas tout le monde qui a les mêmes choses et qui a ses potentiels. Donc, tout en ne disant pas que tout est là, la land, malheureusement, mais je dis que nous avons beaucoup de potentiel et sur lesquels si j'étais Premier ministre, j'irais
vraiment complètement dedans pour accélérer un certain nombre de décisions autour de ces trois grands axes, la santé, l'éducation, la digitalisation de l'économie, en sachant qu'il va y avoir beaucoup de gens sinon qui vont être left behind. Il faut vraiment les rendre visibles et les apporter vers le devant de la scène et les aider. Ça va prendre du temps, malheureusement, encore un petit peu. Ouais. Mais de toute façon, l'objectif نتاع after corona sessions هما معناها les secteurs هذوما اللي تحكي عليهم les recommandations هذوما باش نوصلوهم معناها on fera de notre mieux باش يوصلوا للي يسفر faire pour le moment. Excellent. ما نعرفش إذا كان فما الshapers عندهم شي des questions وإلا معناها أنا بالنسبة لي les questions اللي حضرناهم en tant que groupe كملناهم. عندي هكا شحنة أمل جاتني منك أنت كالعادة. On aimerait bien معناها trouver un moyen de travailler ensemble le Global Shapers Tunis Hub إذا كان فما حاجة نحن we can help with in any way معناها فما ال potential within the hub حاجة معناها عظيمة ياسر. ما نعرفش كان أنيس مازال هوني ولا لا، أما أنيس مثلا عمل initiative تحفونا ياسر كان لازم يقولنا عليها. موجودة أهلا وسهلا. أنيس شنو أحوالك؟ سافا؟ يعيشك مرحبا. على شنو بالضبط تحبني نحكي لك؟ حكيت على حاجتين يهموك أنت سبيتال.org والديجيتاليزاسيون تاع الإيكونومي. Oui, bon, on sait très bien que c'est pas exactement facile parce que la courbe de bonnes intentions, mais le changement vraiment il prend son temps. Les différentes parties prenantes ils travaillent à plusieurs vitesses. Ça peut être très compliqué à réussir. Mais c'est vrai que ديما واحد كيف معناتها الكل نخمو très positivement. Donc هنا une initiative اللي جات من عند quelques amis qui sont soit étudiants ou des young professionals aux États-Unis, de dire pourquoi ne pas travailler sur la transparence مثلا les besoins des hôpitaux. Donc pourquoi ne pas collecter les données directement des professionnels اللي موجودين في السبيطارات ويقول لك هاو شنو le besoin réel اللي عندي وهاو l'ordre de priorité, qui fait à travers la transparence des données on peut encourager les gens à faire des dons واللي نجم يتبع le don نتاعو من لحظة اللي عطى الفلوس للي تشرت السلعة وشنو l'impact réel de n'importe quel montant اللي نجم يعطيه. Donc 5 10 دينار 20 دينار ما يهمش, le plus important c'est de voir شنو بالضبط la contribution هذيك. وهنا معناتها كيف ديما نرجعوا on doit pas réinventer la roue. Donc عندك عباد اللي déjà يخدموا sur des problématiques dans في الحكايات هذوما. Donc même travailler avec مثلا Associamed pour la coordination des données des hôpitaux, les startups de logistique et de livraison, etc. Donc c'était une bonne expérience لنا احنا ومازلنا توا قاعدين on essaye de mieux comprendre les besoins اللي موجودين وكيفاش on peut ajouter des hôpitaux au cocher. La réaction était très très positive. من البوان الاخر ممكن اللي موجود هو justement le fait qu'on est dans un même endroit كل واحد في داره, mais on a toujours besoin d'accéder à des services اللي هما donc هنا معناتها كيف فما شكون qui travaille sur les nouvelles technologies en général اللي يلقاو عندهم خدمة أكثر من العادة شوية ساعات معناتها après فما juste معناتها أكثر شوية كيفاش نغزروا لها comme si c'est toujours معناتها شنو تعمل في خدمتك حاجة وشنو تعمل في البريود هذه حاجة أخرى. Donc ديما on voit les choses comme une contribution de la technologie à du Covid à la transformation technologique أكثر من ممكن الوزراء اللي جاوا على البلاد récemment. Et donc là معناتها فما plusieurs initiatives حتى du secteur public ولا privé اللي يعملوا كيف منهم هما توا فما une vague اللي ممكن مش نسمع عليها في الجمعة الجاية
Et on travaille sur comment faciliter la télédéclaration fiscale ou l'identité numérique en général, de manière à ce qu'on peut avoir accès à des services soit gouvernementaux ou à des services en général, sans pour autant avoir la restriction physique de وين أنا ولا شنو أقرب حاجة نجم نوصل لها. Et là, on parle vraiment d'inclusion économique, مش juste Absolument. le dire juste pour le dire, mais réellement, il y a de connexion Internet, même si c'est toujours pas très évident, ça a les problèmes. Mais au moins, on dit pour les 65 ou les 70% des Tunisiens qui ont un simple smartphone, oui, nous, moment qu'on a une connexion Internet, que nous avons accès à des services. Pour notre cas, c'est des services financiers et gouvernementaux, mais en général, normalement, كل حاجة doit être connecté à Internet, chaque service, chaque agence publique ou privée, pour pouvoir généraliser ou démocratiser l'accès à ces services vitaux في العالم تاع نعيشوا فيه توا. وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة. Oui, moi je trouve ça génial. C'est ça, voilà, ça fait partie du génie tunisien, tu vois, يعطيك الصحة Enis. Parce que voilà, la télédétection fiscale aussi, ça c'est quelque chose de fondamental pour avoir de l'argent au niveau des caisses de l'État. Les caisses de l'État, elles sont vides dans le sens qu'il faut qu'on trouve aussi des moyens d'où payer un certain nombre de services, parce que les services publics, les salaires, tout ça doit se payer d'une certaine façon. Il faut que chacun de nous y contribue. Et voilà, ça, il faut pouvoir essayer de continuer de collecter les taxes. Hein. On n'a pas encore trouvé un autre moyen pour payer les services publics, malheureusement. Ça se saurait si ça existait. Donc, c'est par là. Et tu m'as fait rappeler, Nice, juste peut-être une chose, nous sommes en train de travailler sur la confiance entre le citoyen tunisien et l'administration publique tunisienne. Donc, dans le cadre de ce que je disais, donc la Deep Demonstration sur laquelle le PNUD nous encourage à travailler, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle expérience qui est celle d'essayer d'améliorer la confiance entre le citoyen et l'administration tunisienne. Et elle passe bien sûr beaucoup par l'appréhension et par l'utilisation par la jeunesse tunisienne de cette administration à tous les niveaux pour qu'un certain nombre de pratiques anciennes disparaissent, pour que nous ayons une administration qui soit redevable, qui soit transparente. Tu as dit le mot tout de suite là, Enis, et je te remercie. Réellement pour que l'on puisse avoir un rapport de confiance, pour qu'on arrive à ce que l'on appelle maintenant de façon très à la mode et Next Gen Administration, donc voir un peu comment est-ce que l'on peut travailler sur ces processus. Et ça, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que ce que vous êtes en train de faire, les Shapers, donc vraiment bravo. Parce que nous, on fera certainement appel à vous, peut-être en termes de groupe, si vous voulez bien, parce qu'on a besoin de groupes d'experts qui puissent aussi nous donner, une fois que l'on fait ce deep dive, qui est la mise en place d'un problème autour des principales, on est en train de construire la problématique. Une fois que cette problématique est montée, si vous êtes intéressé, je peux vous proposer comme un groupe d'experts où vous pouvez nous apporter ce regard qui est le vôtre de personnalité. Je ne connais pas tout le monde, mais je suis sûre qu'il doit avoir des profils magnifiques qui pourraient nous donner cet avis d'expert indépendant pour nous, pour l'équipe qui est en train de travailler autour de ça. Et voilà, donc ça pourrait être quelque chose que l'on pourrait peut-être voir ensemble, comment construire cette confiance entre le citoyen et l'administration publique, avec un grand A, l'administration publique tunisienne. Donc, je peux partager avec Emna Betbiara pour qu'elle partage avec le groupe un peu la problématique. Et nous sommes vraiment en train de le faire avec des experts de tous les pays du monde, des fondations un peu aussi qui sont à Singapour, à New York, un peu partout, et qui pourraient nous amener aussi des idées différentes. C'est pas parce qu'elles sont mieux que chez nous, mais elles font aussi du bon travail sur un certain nombre de problématiques. Voilà. Merci. Si vous êtes intéressé. Oui, je pense que Anna, personnellement, je suis intéressée et je pense que beaucoup de notre groupe est intéressé à être utile.
sinon معناها à tout moment معناها الGlobal Shapers Tunis Hub معناها c'est un groupe qui est ici qui peut aider à tout moment selon les disponibilités bien sûr vu que كل واحد فينا ما شاء الله معناها عنده un programme assez chargé mais ce qui est bien que معناها عندنا الوقت اللي معناها عندنا des priorités نعطيوهم ونحدوهم دونك ما نحبش نزيد نطول عليك سورتو اول نهار في رمضان باش ما نتعبوكش اكثر من اللي تعبناك عايشك. Pas du tout, c'était un plaisir. Merci à vous. و à tout moment كيما قلت لك معناها à tout moment on est là كيما شفت انيس معناها peut-être une autre fois نعملوش بعد after كورونا معناها نعملوش une rencontre face à face تولي معناها تشوف اكثر الشيبرز هما شويه منهم جاوا اليوم معناها on aimerait bien vous avoir avec nous من بعد نقول لك شهيه طيبه ونقول لكم عيشك شهيه طيبه. Merci beaucoup à tous. يعطيكم الصحة et je suis à la disposition. Et puis, bien entendu, au contraire, je serai ravie de vous voir.